Ok. Bon. Merci d'être venu. On essaie de compléter les 1001 nuits de cette région. Je tiens d'abord à préciser 2 points que vous devrez corriger. La première, c'est votre collègue qui m'a attiré l'attention par inattention dans la classification des présidents américains. Et Carter, il faut le marquer démocrate et non pas républicain. J'ai vérifié, excusez-moi, vérifié mes notes. Deuxième point à corriger, lorsque j'ai parlé de la répartition démographique confessionnelle de la Syrie. Au lieu de 90% de sunnites, le chiffre est contesté, c'est-à-dire il faut compter entre 75% et 80% de sunnites. Les alaouites qui sont au pouvoir essayent d'augmenter, si vous voulez, le nombre des alaouites. Ils parlent de 20%, mais ce n'est pas très clair, cette affaire. De toute façon, dans cette région du monde, les recensements authentiques, ça fait problème et une des causes de la guerre. Par exemple, au Liban, pour vous donner une idée, le seul recensement qui a été fait de la population libanaise, ça date de 1932, du temps du mandat français. Et à l'époque, selon ce recensement, les chrétiens étaient légèrement majoritaires, 51%. Et entre-temps, depuis 1932 jusqu'à la veille de la guerre en 1975, le taux de natalité est beaucoup plus élevé chez les musulmans. Et donc l'équilibre démographique s'est renversé. Et les musulmans avaient comme revendication un nouveau recensement. Et évidemment, les chrétiens n'avaient pas intérêt à lancer un nouveau recensement parce qu'ils savaient qu'ils sont devenus minoritaires. Et si on veut appliquer la démocratie du nombre, la présidence de la République au Liban serait revenue aux musulmans et non pas aux chrétiens. Mais comme c'est une démocratie consensuelle, comme on l'a dit la dernière fois, c'est-à-dire quel que soit le nombre, les répartitions du pouvoir sont selon des quotas confessionnels, comme c'était le cas en Irak sous Saddam Hussein. Sous Saddam Hussein, il y avait 3 composantes de la population irakienne. Sunnites, qui sont minoritaires, et chiites, qui sont entre 65 et 70%, et les Kurdes. Donc la constitution sous Saddam Hussein considérait que, quel que soit le nombre de ces composantes, ils font partie du pouvoir. Et donc ce n'est pas une démocratie, si vous voulez, numérique. Ce qui a faussé le jeu en Irak, c'est avec l'arrivée des Américains, M. Bush, qui voulait appliquer la démocratie numérique comme en Occident. Bon, et il a dit à tout le monde d'aller voter. Ben, à l'époque, les sunnites boycottaient puisqu'ils considéraient que c'était une occupation étrangère. Les chiites qui étaient complices avec les Américains sont allés massivement voter, et une partie des Kurdes, ce qui a donné une république chiite. Ça, ce n'était pas calculé dans l'ordinateur de M. Bush. Et une république chiite ne travaille pas chez les Américains, elle travaille chez l'Iran, qui est le pôle chiite d'à côté. Là, c'est un des problèmes de la politique étrangère américaine dans cette région du monde. Un orientalisme mal avisé, si vous voulez, ou ignorant les réalités de base de cette région. C'est pour dire que, en corrigeant l'affaire de la répartition démographique en Syrie, c'est donc, vous retenez le chiffre 80% de sunnites
et les 20% sont répartis entre Alaouites qui sont au pouvoir, on parle de 10 à 12%, il y a des chrétiens et il y a des druzes, les mêmes druzes qui sont au Liban, c'est-à-dire la même communauté confessionnelle et qui sont en Israël. Voilà. Alors, la dernière fois, je reprends là on s'est arrêté, mais je récapitule un peu pour ceux qui n'étaient pas là surtout, mais brièvement. Je me rappelle qu'on a parlé de la sociologie semi-totalitaire de régime syrien de la Moumana. On est arrivé là, essentiellement. Et on va essayer de développer le reste. Plus, on peut ajouter à cela, si vous voulez, un début de définition de terrorisme sunnite et de terrorisme chiite, pour savoir qui se bat contre qui dans cette région du monde, parce que ça devient surréaliste. Par exemple, actuellement, les Américains et les Russes ont signé un accord pour organiser la circulation aérienne au-dessus de la Syrie, pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui brûle le feu rouge, quoi, ou un Sukhoi qui rentre dans un avion militaire F-16. Voilà. Et donc, il faut savoir qui est qui, who's who. Et ça, ce n'est pas des choses que vous allez retrouver ni dans les journaux, ni à la télévision, puisque c'est parti pris, les médias, évidemment. Et même si c'est parti pris, il y en a qui sont plus renseignés que d'autres, et il y en a plus ignorants que d'autres de cette région du monde. Donc, en gros, la dernière fois, ce qu'on a abordé, c'est de définir comment la Syrie, après la mort de Nasser, et surtout après la visite de Sadat en Israël, et l'isolement de l'Égypte et son expulsion de la scène arabe, alors qu'elle a joué pendant une trentaine d'années le rôle de leader du monde arabe, cette affaire-là a laissé le champ libre à la Syrie de tenter sa chance de jouer l'État pôle régional, c'est-à-dire de jouer le leadership à la place de Nasser. Mais pour ce faire, il faut tenir des cartes, c'est-à-dire l'Égypte avait un poids démographique, un poids économique, un poids historique. L'Égypte compte 85 millions. Et dans toutes les guerres contre Israël, sans l'Égypte, il n'y a pas de guerre. Et donc, sans l'Égypte, il n'y a pas de paix, également. Et c'est ça le dilemme de Hafez al-Assad. Et il n'y avait pas encore, à l'époque, c'est-à-dire Sadat, il a visité Israël en 1977. L'année d'après, il a été expulsé de la Ligue arabe, et ça faisait l'affaire de la Syrie et d'Israël. Et donc, l'Iran n'était pas encore un pôle régional qui joue dans les cartes arabes, puisque la révolution iranienne s'est déclenchée en 79-80, celle de Khomeini. Et donc, à cette époque-là, il fallait compenser le déficit démographique et militaire syrien. La Syrie, comparée à l'Égypte, ça compte 23 millions. L'Égypte, 85 millions, pour vous donner une idée. L'Iran, c'est 80 millions. L'Égypte, c'est la majorité sunnite. Donc, c'est le pôle sunnite de la région, au même titre que l'Arabie saoudite et la Turquie. L'Iran, c'est le pôle chiite. Vous suivez un peu la répartition. Et donc, pour compenser cette affaire, il fallait la reconnaissance des Américains. Hafez al-Assad, comme on l'a vu, il est pro-américain depuis qu'il a pris le pouvoir en 1970. Ce n'est pas un secret, là. Il s'est débarrassé du bloc pro-soviétique, il les a foutus en prison à l'époque,
Salah Jdid et Hashim Latassi, ils sont morts en prison, c'est-à-dire il y en a un qui est mort juste avant Hafiz Assad et l'autre après. Et c'est un pays où il n'y a pas d'avocat, c'est-à-dire il n'y a jamais eu un procès, un tribunal pour dire à la population ou à l'opinion publique de quoi ils sont accusés, puisque l'état de droit est en suspens. Et ce qui prévaut en Syrie, et c'est une des causes de la révolte, la première revendication des révoltés de Daraa, au début, c'était d'enlever l'état d'urgence en Syrie. C'est-à-dire, on a décrété l'état d'urgence depuis 1963. C'est-à-dire, depuis la prise du pouvoir par le parti Baas, la Syrie est considérée comme en état de guerre contre Israël. Donc, toute loi est suspendue en attendant pour des raisons d'État et de sécurité. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'avocats. Si quelqu'un est considéré par le service de renseignement que c'est un agent qui travaille pour l'étranger, il peut disparaître. On n'est pas au Canada là, c'est-à-dire pour vous c'est du surréalisme, mais ça c'est la réalité en dehors de l'Occident. Il faut s'habituer à penser avec des catégories pareilles. Vous suivez? Et donc, il cherchait à monter son quota auprès des Américains. Et les Américains, c'est du pragmatisme dans leur politique étrangère. Il y a très peu de principes. On traite à la pièce, quoi. C'est-à-dire, pour tel ou tel régime, qu'est-ce qu'il est capable d'offrir comme service aux Américains. Alors, le régime syrien s'est proposé de leur vendre sa marchandise, c'était de contrôler les mouvements terroristes dans la région. Ça, c'est une pièce maîtresse pour tous les régimes arabes. Ils ont tous joué sur ça. Et qui terrorisait qui à l'époque? Par exemple, vous savez que Sadat a été tué à cause de sa signature de paix avec Israël par un mouvement sunnite. Celui qui l'a tué, qui s'appelait Islambouli, appartenait à ce qu'on appelle Takfir wal Hijra. C'est une des composantes, si vous voulez, de l'intégrisme sunnite, dont fait partie Ayman al-Zawahiri, qui est le théoricien de Ben Laden. Et donc, la Syrie servait pour les Américains de les renseigner sur ces mouvements intégristes et éventuellement de les infiltrer. Kadhafi jouait le même jeu, Ali Abdallah Saleh en Yémen, il jouait le même jeu. C'est ça, et c'est juteux comme service, c'est-à-dire ça rapporte. Par la suite, le régime syrien, après la révolution iranienne et la prise d'otage des Occidentaux, surtout au Liban, il jouait le go-between entre les Américains qui veulent libérer leurs otages, ou les Européens, et les Iraniens. Et il avait un pourcentage pour ça. Mais à l'origine, c'est lui le commanditaire. Qui peut enlever des personnalités étrangères au Liban au moment où le Liban était occupé par la Syrie? C'est une blague, là, de dire que les Syriens n'étaient pas au courant. Le fait d'aller les chercher après pour les libérer, ça veut dire qu'ils sont au courant, ils sont prévenus, là. Et donc, il y avait ça. Et il y avait plus que ça à cause de la géopolitique de la Syrie. Ils essayaient surtout de prendre le contrôle et de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Ça, on l'a vu que toute la guerre civile au Liban de 1975 jusqu'à 1990, jusqu'à l'accord de Taïf, c'était une rivalité entre le Fatah, Yasser Arafat, et Hafiz al-Assad, qui va prendre le contrôle du Liban.
Et ça changeait les alliances entre les deux. À l'origine, les Syriens sont rentrés au Liban sous prétexte qu'ils sont rentrés pour protéger les chrétiens du Liban contre le danger que représentaient les Palestiniens. C'était ça l'origine. Avec le feu vert américain, évidemment. Personne ne peut rentrer au Liban avec son armée. 40 000, il a rentré, Hafez al-Assad. Les Américains étaient au courant, là, avec feu vert et tout, avec des limitations, jusqu'où il peut aller, où est-ce qu'il doit s'arrêter et tout. Et les Israéliens étaient au courant. Et donc, il essayait de tenir la carte libanaise, en gros, pour faire valoir cette carte auprès des Américains, pour dire, moi je suis prêt à tenir la situation chaotique qui est au Liban. Je suis le seul. Si vous voulez essayer vous-même, allez-y. Ils ont essayé, on a vu que leur ambassade a sauté et leurs marines ont sauté. Donc ils ont fini par lui accorder le Liban en sous-traitance. Mais ça a pris du temps, ça. Ça a pris la destruction du pays pendant 15-17 ans. C'est comme ça que ça se passe dans cette région du monde. Et deuxièmement, la carte palestinienne. On a vu que la carte palestinienne, c'était très important pour Hafez al-Assad. Et ça, avant la révolution iranienne. C'est-à-dire, il voulait montrer aux Américains qu'il est capable, en liquidant l'OLP, de faire le contrôle des frontières libanaises avec Israël, au sud du Liban, et d'arrêter les opérations militaires de l'OLP. Exactement comme les frontières du Golan. Au Golan, il n'est pas permis, là-bas, de tuer un oiseau, là, depuis 1973. C'est calme. Le discours combatif des Syriens, ça passe par le Liban, pas chez eux. Et c'est les Libanais qui meurent, qui payent la facture. Et donc, il essayait de prendre le contrôle de l'OLP. Ça ne lui a pas réussi, c'est-à-dire l'OLP menait une guerre de guérilla. Elle s'opposait à l'armée syrienne, elle se retirait et tout, mais elle s'est repliée surtout à Beyrouth-Ouest. Et au sud du Liban, elle a gardé le chemin libre pour faire ses opérations contre Israël. Et c'est là où, en 1982, avec le changement de l'administration américaine, on assiste à partir de 1981 au mandat de Reagan, qui lui était pour la politique dure. Il voyait que les Syriens, c'est comme des marchands de tapis, quoi. Ils veulent monter le prix et tout, et ça traîne, ils ne quittent pas l'OLP. Donc il a donné ça en sous-traitance à Israël pour faire le nettoyage. C'est comme ça que Sharon est rentré au Liban en 1982. Mais l'accord avec les Américains, c'était de ne pas rentrer à Beyrouth-Ouest. C'est-à-dire Sharon, il a triché en rentrant à Beyrouth-Ouest. Et ça a bouleversé toute la situation politique du Liban, puisque l'armée israélienne qui occupait la capitale risquait de reconfigurer le pouvoir politique au Liban. Et donc de faire échec et mat à tout le rôle convoité par Hafez al-Assad depuis 20 ans. Hafez al-Assad a survécu jusqu'à maintenant. Israël, avant l'invasion de 1982, occupait le sud du Liban pendant 22 ans, avec une armée fantoche de tous bords, qu'on appelait l'armée du Liban Sud, qui travaillait pour les Israéliens. Et la Syrie occupait le reste du Liban. Mais c'est la Syrie qui menait le jeu politique libanais, c'est-à-dire le Premier ministre qui le désigne, le président de la République et tout. Et lorsque Sharon arrive à Beyrouth, il fausse le jeu, là. C'est pour dire à Hafez al-Assad, merci pour vos services, c'est moi qui désigne le président. Et il a désigné Bachir Gemayel, à l'époque, comme président de la République.
Mais Hafez Assad l'a tué 17 jours après son élection. Il n'a même pas douté au pouvoir, quoi. C'est un style d'action politique, c'est comme ça que ça se passe là-bas. On n'écrit pas un article dans Le Devoir là, dénonçant Bachir el-Mail. On lui envoie une Samsonite là, avec TNT et ça saute. Et on désigne quelqu'un à sa place de pro-syrien. On désigne son frère d'abord, à l'époque, Amin Ismail. Et les Syriens sont obligés de changer d'alliance. D'abord, ils étaient les alliés des chrétiens contre le mouvement national libanais et Kamal Jumblat qu'ils avaient tué et tout. Avec l'entrée d'Israël, ils n'ont plus de rôle, donc ils ont ressuscité le mouvement national et avec Walid Jumblat, le fils de Kamal Jumblat, assassiné par les Syriens, et Nabih Berri, pour faire la guerre aux chrétiens. C'est ça. Au nom de la Moumana, la fameuse Moumana, la résistance. C'est le concept, je l'ai expliqué la dernière fois, de quoi il s'agit. Voilà. Et finalement, cette carte palestinienne, malgré tout ça, c'est vrai qu'on a délogé l'OLP du Liban, c'est-à-dire l'OLP en 1922 a perdu la géographie militaire, elle ne peut plus lancer des roquettes à partir du Liban, parce qu'on a exigé à Arafat un accord, c'est les Américains qui l'ont exigé, de sortir ces combattants par bateau et de les disperser aux quatre coins du monde, dans des pays arabes de leur choix, mais que ces pays arabes ne soient pas limitrophes d'Israël. Les uns sont allés, le gros sont allés en Tunisie, les autres en Égypte, etc. Et donc, comme ça, Israël avait la paix. Et le problème des Syriens n'est pas résolu, puisque Israël a fait la moitié du travail, mais le reste, puisque Israël était obligé de sortir de Beyrouth à cause du massacre de Sabra et Shatila, dont vous avez entendu parler à l'époque, c'est-à-dire le massacre perpétré dans les camps palestiniens par les milices chrétiennes, mais sous le parrainage de l'armée de Sharon. Et donc, c'était un peu trop là, donc les Américains ont demandé aux Israéliens de sortir de Beyrouth. Ils se sont repliés jusqu'à Saïda, au sud. Et les camps palestiniens restaient un fief pour l'OLP et le Fatah, parce qu'il y a 500 000 Palestiniens au Liban, sur une population à l'époque de 2,5 millions. Donc c'est des gens, c'est du monde ça. Là, il fallait contrôler, puisque les camps palestiniens, ils sont armés. Et c'est là où Hafez Assad va proposer de nouveau ses services aux Américains, comme quoi, moi je peux vous débarrasser de la présence militaire, même dans les camps palestiniens. Et c'est là où il a demandé aux partis de gauche au Liban, les partis du mouvement national, de liquider les Palestiniens, d'ouvrir une bataille contre les camps. Et tous ont refusé, sauf Amal. Amal, c'est le mouvement chiite de Nabih Berri, qui est actuellement le chef du Parlement. Et c'est à Amal, c'est la pépinière qui va donner par la suite les combattants de Hezbollah. Par exemple, Hassan Nasrallah, qui est actuellement à la tête de Hezbollah, à l'époque était un simple soldat dans le mouvement Amal, créé par Moussa Sadr, celui qui a disparu en Libye, chez Kadhafi. Et donc, ils ont ouvert la guerre avec le mouvement Amal. C'est pour dire que les chiites, officiellement les forces chiites, je ne parle pas des individus parce qu'il y avait beaucoup de militants chiites au sein de l'OLP.
Mais le gros de la communauté chiite était hostile vis-à-vis des Palestiniens, au nom de leur excès de pouvoir, etc., dans la région. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fautes de la part de l'OLP, ce n'étaient pas des enfants de cœur non plus. Mais il ne faut pas mélanger entre une cause palestinienne et ces pratiques qui, des fois, il y avait des infiltrations, il y avait, etc. Et donc, à cette époque, la guerre contre le simple Sabra Ishati, là, qui compte 2 km par 3 km, et ça, Sabra Ishati. Eh ben, le mouvement Amal a mis 2 ans et demi pour rentrer dans ce carré de 2 km. Il n'a pas pu. Et donc, ça, c'était la dernière tentative de, si vous voulez, de contrôler la carte palestinienne. La dernière tentative, c'est venu de l'Iran. L'Iran qui venait avec ses milliards de dollars et qui avait un projet pour le monde arabe, un projet de semer le monde arabe par des milices chiites. Là où il y a des chiites, il leur donnait des budgets et des armes à gogo pour tenir la situation à l'intérieur de ces pays. Alors le Liban, dans sa structure fragile, s'y prêtait bien. Les chiites qui par ce biais, se sont transformés de millah en ta'ifa politique, avec le soutien de l'Iran, avec une milice armée qui s'appelle Hezbollah. On est dans les années 85. Avant, il n'y avait pas quelque chose qui s'appelait Hezbollah. Il y avait des opérations commises dans la région, des Occidentaux qui ont été enlevés par des milices chiites, mais c'était jamais officiellement Hezbollah. Après, c'est devenu Hezbollah. Et ce qui était demandé par cette affaire, c'est que puisque les Palestiniens sont délogés du Sud-Liban, donc ils ne peuvent plus faire des opérations, et puisque Hezbollah, c'est un parti libanais, mais qui a des gens qui sont à 2 pas d'Israël, au sud, c'est leur village et tout, et donc le Sud-Liban est devenu une carte aux mains de l'Iran, gérée par les Syriens qui prennent des commissions sur ça. C'est-à-dire les Américains protestaient, comment ça se fait que vous faites des opérations à partir du Liban? Et les Syriens disaient, bon, on va contacter nos amis iraniens, on va essayer. C'est un peu difficile, ça veut dire la facture, c'est un peu élevée, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Alors que chez eux, il est interdit. Chez eux, c'est-à-dire en Syrie, dans le Golan occupé depuis 1973, il est interdit de tirer une balle contre Israël. C'est extraordinaire. Et donc, là, on est rentré avec toutes ces manigances et cette façon de travailler à définir ou à essayer de comprendre la sociologie de ces régimes. Le régime syrien, c'est un exemple parmi d'autres. On est en train de parler des régimes soi-disant modernes et laïques. Alors moi, j'ai donné un titre à ça, comme je l'ai expliqué la dernière fois, que ça n'a rien de... C'est moderne, c'est vrai, mais ça n'a rien de démocratique ni de laïque, là. C'est un régime semi-totalitaire, selon la définition du totalitarisme donné par Hannah Arendt. Semi-totalitaire et non pas complètement totalitaire, puisqu'il lui manquait un élément essentiel pour être un régime totalitaire. Il lui manque une société individualisée et atomisée, ce qui n'est pas le cas en Syrie. Ce n'est pas l'Allemagne, puisque l'Allemagne était une démocratie, la République de Weimar, et c'était un pays occidental qui fonctionnait avec le système libéral,
social-démocrate, si vous voulez, et la société s'y prêtait. C'est-à-dire il y avait des partis politiques, il n'y avait pas des familles, des tribus comme en Syrie, là, et des communautés confessionnelles. C'est une autre paire de manches. Puisqu'on est dans le tiers-monde, donc le concept ne s'applique pas tel quel, comme en Allemagne. Mais tous les ingrédients d'un système totalitaire, à part l'absence de l'atomisation, ils sont là. C'est-à-dire, il y a un ennemi fictif qui s'appelle Israël pour le régime. Au nom de ça, on met tout le monde en prison et on doit se taire, puisque monsieur prépare sa guerre, sa prochaine guerre avec Israël. Ça peut durer 30 ans, mais entre-temps, tu peux crever en prison, quoi. Et deuxièmement, il n'y a plus de parti politique, il y a le parti unique, qui est le parti Baas. C'est pas lui qui gouverne. Comme le parti nazi, c'est pas lui qui gouvernait, c'était une façade. La décision était ailleurs, chez les SS, etc. La structure du pouvoir est différente. L'État est vidé de son contenu, c'est tout à fait la Syrie. La décision est ailleurs. C'est pas, tu peux être Premier ministre et sauter le lendemain, là. C'est interchangeable, quoi. Et il y a ce qu'on appelle, puisqu'on est en état d'urgence, il y a la police secrète, ce qu'on appelle les mukhabarat, services de renseignement. C'est eux qui gèrent, finalement. Et ça, les responsables de services de renseignement sont par hasard, en majorité, alaouites. On trouve très peu d'un officier de renseignement qui a un bout de pouvoir et qui soit sunnite. Donc c'est pour dire quel genre de laïcité est le régime, parce que maintenant avec ce qui se passe en Syrie, il y a une nouvelle chanson qui se plane dans les médias européens comme quoi il faut retraiter avec Bachar al-Assad parce qu'il est au moins laïque par rapport à Daesh, l'État islamique, etc. Je ne dis pas que Daesh est meilleur, là. C'est pas ça mon propos, mais je suis en train de dire qu'il ne faut pas être dupe des choses, de dire qui est quoi, voilà. Et donc, voilà ce qui est pour la sociologie de ce régime. C'est pour ça, puisqu'il est semi-totalitaire, donc on a essayé de liquider les autres partis politiques, et donc les partis politiques en Syrie, c'est rien, ils font partie de l'orchestre du président, quoi. Ils sont là pour le décor. Et il y a la vraie résistance qui vient de la société civile, c'est les sunnites qui se sentent réprimés. C'est comme ça que lorsqu'on saisit ce schéma-là, qui n'est pas à l'européenne, on commence à mettre le doigt sur comment ça fonctionne cette société. La première protestation des sunnites qui s'est manifestée, mais collectivement, en 82, a été matée par le régime. C'est-à-dire, en une nuit, il a employé l'aviation, c'est pas nouveau là, pour bombarder Hama. Il y a eu 30 000 morts en une nuit. Voilà. Et les rescapés de Hamas ont pris la fuite au Yémen ou je ne sais pas où. Ça, c'était le mouvement des frères musulmans. Et là, on commence à rentrer dans les détails de ces regroupements de l'intégrisme musulman, que ce soit sunnite et chiite. Là, on va en parler plus longuement à la fin de ça. Juste pour vous situer un peu, les frères musulmans s'est fondé en Égypte dans les années 30-40 par un certain Hassan al-Banna, qui se trouve être le grand-père maternel de Tariq Ramadan. Si vous avez entendu parler de Tariq Ramadan, non? Peut-être les Français le connaissent très bien parce qu'il est toujours à la télévision.
Il enseigne en Suisse et il est très éloquent. Et c'est son grand-père. Voilà. Et il était une fois ici sur le campus, j'ai participé à une table ronde avec lui là. Et tout d'un coup, lorsqu'il était là, j'ai jamais vu autant de femmes avec le hijab là. D'où est-ce qu'elles sortaient là à Québec? Tout d'un coup, ils se sont donné le mot d'ordre là pour être présentes. Incroyable. C'était il y a 7-8 ans, lorsqu'il y avait encore les conférences télé-universitaires là, sur le campus. Bref. Ensuite, on a essayé de rentrer dans la sociologie confessionnelle du Liban. Et là, c'est la dernière fois, on s'est attardé là-dessus parce que c'est un peu original et ça va nous aider à comparer cette structure avec la structure québécoise par la suite. Surtout avec l'affaire des accommodements raisonnables qui a duré ici 1 an ou 2 à la télé. On va voir. Et ça nous fait, ça nous met le doigt sur la nuance à faire entre une société confessionnelle ou multiconfessionnelle et une société multiculturelle. C'est intéressant à voir ça, puisque le Liban c'est multiconfessionnel. Bon. Est-ce que l'avenir du Québec c'est de devenir comme le Liban? Avec des accommodements raisonnables, ça peut mener à ça. Bon, bref. Donc, pour la sociologie confessionnelle du Liban, j'ai dit que la dernière fois qu'au Liban, je me suis servi ici de 2 concepts arabes. Vous vous rappelez, un concept de Millah et un concept de Ta'ifa. Ça n'existe pas en français, mais en arabe, ça existe. Millah, je l'ai traduit par le rassemblement d'un groupe humain autour d'un sacré. Donc c'est large comme définition. Ils ne se mêlent pas de politique. C'est des gens qui passent leur vie à prier ou à cohabiter avec le transcendantal. Est-ce que ça enregistre? Vérifie un peu. Qu'on puisse être sûr. Ça marche? Non. Parce que la dernière fois, ça n'a pas enregistré. Bon. Et donc, c'est dans ce sens qu'au Liban, il y a 18 millahs qu'on confond d'habitude avec ta'ifa, c'est-à-dire communauté confessionnelle. Parmi ces 18 millahs, il y a 3 ta'ifa, et non pas 18. Et ta'ifa, sa définition, c'est une millah qui a été suffisamment réprimée à travers l'histoire, et c'est une minorité, et qui a développé un esprit de corps assez fort pour se positionner dans une lutte pour la prise du pouvoir. Ça, c'est une autre paire de manches. Ce n'est plus de la prière, là. C'est des gens qui se battent pour avoir leur part du gâteau du pouvoir ou pour avoir le pouvoir en entier. C'est ça la définition d'une taïfa. Et le Liban, dans ce sens-là, a connu 3 taïfas, historiquement et chronologiquement. La première, c'était les Druzes, c'est eux qui gouvernaient du temps des Ottomans. Lorsque ça s'appelait à l'époque le mont Liban, on l'appelait le Djebel Druze du Liban, le mont Druze. L'émir, toutes les dynasties à l'époque des émirs du mont Liban, c'était des Druzes. On ne pouvait pas être émir sous l'Empire ottoman et chrétien, avec une première communion, ça ne se fait pas. Et donc, ceux parmi les chrétiens qui ont eu ou gardé le titre d'Amir après, ça veut dire prince, ce sont des musulmans qui se sont convertis au christianisme, mais qui ont gardé le titre. Vous suivez?
Donc à l'origine, c'était les Druzes. Le leader de ces Druzes actuellement au Liban, c'est Walid Jumblat. Vous avez entendu parler, dont le père a été tué par les Syriens en 1977, Kamal Jumblat. Et deuxième communauté confessionnelle, qui était une millah, mais qui, dans un contexte historique très complexe et très long, et avec l'appui de la France et du Vatican, a essayé de prendre le pouvoir. Ce sont les Maronites. Et c'est grâce surtout à la France, qui est devenue mandataire au Liban, à partir de la Première Guerre mondiale, qu'on a permis à cette millah de se transformer en ta'ifa et de prendre le pouvoir. C'est pour ça que le Liban actuel comme entité, d'après les orientalistes, c'était un bout de crayon de Clémenceau. C'est lui qui l'a élargi. Il a ajouté le port de Beyrouth et tout pour que ce soit vivable. Avant, la Beyrouth ne faisait pas partie du Mont Liban. C'était seulement la montagne. Et donc, il fallait créer pour les chrétiens en Orient un lieu où il y a un président chrétien. D'où le recensement de 1932 qui concluait que les chrétiens étaient majoritaires. Donc c'était à l'origine un projet français. Donc sur les 22 pays arabes, membres de Ligue arabe, tous les présidents sont musulmans, sauf au Liban, et les chrétiens. Malgré une guerre civile qui a duré 15 ans, et 200 000 morts et 1 million de handicapés et tout, tous les Arabes réunis avec les États-Unis ont conclu que le Liban doit garder un président chrétien malgré le nombre minoritaire des chrétiens. Quitte à ce qu'on prenne aux chrétiens, si vous voulez, la moitié du Parlement, parce qu'avant ils étaient majoritaires au Parlement. Plus maintenant, c'est 50-50, depuis l'accord de Taïf. Troisième communauté confessionnelle, c'est les chiites. Vous me dites, mais pourquoi pas les sunnites? Parce que les sunnites, ça ne rentre pas dans la définition. D'abord, on a dit qu'il faut que la millah soit minoritaire et a le sentiment d'être persécutée. Jamais les sunnites ont été minoritaires et persécutés. C'était des gens de pouvoir. C'est-à-dire le musulman, qu'il soit au Liban, ou en Arabie Saoudite, ou en Égypte, et tout, il considère qu'il est majoritaire, d'abord dans un monde arabe qui compte 350 millions, la majorité sunnite. On l'a vu là, les chiffres. Et il n'y a de chiites qu'en Irak et au Yémen, actuellement, les Hussites, 35% de la population, et en Syrie, qui sont 12%. Et tout le reste, c'est des sunnites. À part l'Iran, parce que ce n'est pas un pays arabe. L'Iran, c'est à majorité chiite. Ce n'est pas un pays arabe, on parle des pays arabes. Et si le musulman sunnite s'identifie à la majorité des musulmans à travers le monde, ils sont 90% dans le monde sunnites, sur 1,6 milliard de musulmans à travers le monde. Il y a quelques chiites en Afghanistan que l'Iran essaie d'encadrer actuellement pour venir soutenir Bachar al-Assad. Et le reste, c'est du sunni. Donc, il n'y avait pas un projet chez les sunnites de se transformer en communauté confessionnelle au Liban. C'est-à-dire, ils s'identifient à la nation arabe. C'est pour ça qu'ils s'identifiaient à Nasser. Lorsqu'ils parlaient de la nation arabe, c'est eux. Alors que les chiites, ils se considèrent comme étant lésés à travers l'histoire, persécutés parce que c'est une minorité, ils ont perdu le pouvoir et leur imam fondateur, Ali ibn Abi Talib, était tué à l'origine. Donc ils croient que tous les régimes arabes après sunnites sont des usurpateurs, puisque le califat, ça revient à eux.
les fils ou les gens de la famille du prophète. Eh oui, parce que le fondateur de la secte chiite, c'est Ali ibn Abi Talib. Il était le cousin du prophète Mohammed, le cousin germain là. Ils ont vécu ensemble. Et il est le mari de sa fille, Fatima. C'est-à-dire des deux côtés, on ne peut pas être plus proche du prophète que ça. Donc pour les chiites, n'importe qui prend le pouvoir dans le monde arabe est illégal. Il faut qu'il soit le descendant de Fatima. Vous suivez? Et donc, avec une pratique syrienne au Liban pendant une trentaine d'années d'occupation, ils ont favorisé la naissance de la communauté chiite en tant que communauté. Et avec l'appui de l'Iran, de Khomeini, à partir de 1979, et la création de la milice armée qui s'appelle Hezbollah, c'est là où les chiites, pas seulement ont existé comme communauté confessionnelle, mais se sont emparés du pouvoir. Ils ont chassé les chrétiens. Il n'y a plus de leader chrétien. Les chrétiens actuellement, comme leader, soit il est pro-iranien, soit il est pro-saoudien. Les deux notables libanais maronites, Samir Jaja, il est pro-Arabie Saoudite, et le général Aoun, il est pro-iranien, par le biais de la Syrie. On lui miroite le fait qu'on va élire président de la République. Voilà. Et il ne va jamais être élu. Donc voilà, on est à l'ère de la domination chiite, qui ont pris la place des maronites au pouvoir. Donc actuellement, le Liban se trouve sans président de République depuis plus d'1 an, et puisque d'habitude c'est Hafiz Assad qui désignait le président de la République, son armée s'est retirée du Liban. Il y a eu une crise pendant longtemps pour élire Michel Sleiman avec l'accord de tout le monde. Ça a duré cette crise à l'époque 9 mois. Et il a fini son mandat, c'était un général dans l'armée. Et maintenant, la situation est bloquée. Hezbollah a un candidat unique qui s'appelle le général Aoun. Il demande aux gens d'aller voter pour Aoun. Et les gens considèrent qu'Aoun, il est parti pris, c'est-à-dire c'est un pion dans le projet iranien. Et comment ils ne vont pas voter pour lui. Et donc la situation est bloquée, sans président de la République. Voilà. À moins que les Américains discutent avec les Iraniens pour leur dire c'est quoi votre prix, s'il vous plaît. On attend que Obama discute de ça avec le nucléaire, avec les Iraniens. Dernier point dans cet exposé que je n'ai pas pu développer la dernière fois, c'est le confessionnalisme et le multiculturalisme. Et j'ai ajouté à la fin l'inconvénient du nom propre. Ça, c'est une étude à moi faite en 1993 que j'ai publiée ici et qui s'intitule L'inconvénient du nom propre, que vous pouvez retrouver sur Internet, quoi. Si l'occasion se présente, je peux faire un tirage à part pour le distribuer, pour le lire. Et l'essentiel de ça, c'est il faut élargir un peu de la région du Proche-Orient. On rentre ici en pleine philosophie politique pour aborder un sujet pareil. Vous savez très bien que le débat sur le multiculturalisme et l'interculturalité, c'est un débat qui date de quelques décennies en Amérique du Nord, évidemment.
Et dans ce sens, ça a été, si vous voulez, plus développé qu'en Europe. Peut-être parce que la société nord-américaine se prête mieux, parce que ce soit aux États-Unis ou au Canada, c'est des sociétés d'émigrants à l'origine. Et donc le multiculturel est une réalité sociologique, si vous voulez. Ce qui n'était pas le cas de tous les pays d'Europe. Par exemple, la France, jusqu'à un certain moment, était considérée comme le modèle type de l'État-nation, avec le principe de la République et tout. Donc il y avait une homogénéité plus ou moins de la population, même si ça a été cassé déjà avec la Première Guerre mondiale et l'éclatement de l'Empire austro-hongrois, Habsbourg, et le déplacement de population de l'Amérique, de l'Europe centrale vers l'Europe occidentale. Ça a brassé un peu les cartes. Mais actuellement aussi, d'autant plus avec 5 à 6 millions d'Arabes et de musulmans qui ont le passeport français, on parle moins d'une société homogène sur le plan ethnique et culturel. Alors qu'en Occident, en Amérique, le problème, d'une part, il y a une réalité sociologique qu'il fallait réfléchir, et d'autre part, il y avait une philosophie politique qui s'est développée autour de ça. Et cette philosophie politique commence par le fameux John Rawls, qui a publié sa thèse sur la théorie de la justice en 1971, et qui est une façon de renouveler la pensée libérale classique, mais de façon plus intelligente que les fondateurs, mais qui a eu des conséquences, qui a créé, si vous voulez, des débats autour de cette théorie. C'est connu classiquement qu'il y a eu une division suite aux travaux de John Rawls. Il y a eu beaucoup d'influence, même en dehors de l'Amérique. Et le débat s'est focalisé entre le camp de ce qu'on a appelé les libéraux ou les libertariens, c'est-à-dire qui ont une certaine, tous se réfèrent à Rawls, qui ont une certaine affinité avec les écrits de Rawls, et les communautariens. Les communautariens, il y avait quelques-uns qui étaient adeptes de Rawls, mais il y avait d'autres qui ont fourni des critiques de l'extérieur de la pensée de Rawls. Notamment un de très connu aux États-Unis qui s'appelle Michael Sandel. C'est une des meilleures critiques qui a été faite aux travaux de Rawls, et qui est considéré comme communautarien. Et le représentant canadien de ce courant communautarien s'appelle Charles Taylor, très connu, et c'est lui qui a été chargé de la commission pour les accommodements raisonnables avec un certain Bouchard. Ils ont œuvré pendant 1 an et quelques, 2 ans pour enquêter auprès des communautés culturelles. À quoi ça se résume tout ce débat? Parce que le problème des libéraux et communautariens, c'est qu'il y a des chicanes sur plusieurs points théoriques. Entre autres, il y a le problème du multiculturalisme. Il n'y avait pas que ça. Il y a par exemple, Sandel reprochait à Rawls, par exemple, que le concept de voile d'ignorance qu'il est en train d'évoquer pour dire que les gens rentrent en discussion rationnelle et sans tenir compte de leur origine sociale ou de leur couleur de peau et tout, exactement comme dans la Déclaration des droits de l'homme, avec
majuscule, et que ce genre d'homme avec majuscule n'existe que dans les bouquins ou dans l'esprit de Rawls. Ce qui existe réellement, c'est des gens dans des situations sociales, économiques, etc. Et il ne peut pas faire un voile d'ignorance sur ça lorsqu'il discute avec quelqu'un d'autre, surtout lorsqu'il est question de collectivité. Ils reprennent, si vous voulez, à leur compte, des arguments qui sont développés par Marx au XIXe siècle. Parce que pour Marx aussi, il n'y a pas d'homme abstrait, sauf dans les bouquins. Ce qui existe réellement, c'est un homme dans un mode de production, dans une classe sociale, etc. Mais il ne le cite jamais, Marx, les communautaires, parce que c'est une habitude en Amérique du Nord. On ne cite jamais personne, c'est comme dans le Coran. Le bon Dieu a dit. Ah, c'est vrai, vous lisez par exemple Samuel Huntington, Le choc des civilisations. Un sujet pareil, ça a été fouillé jusqu'aux virgules près par les Allemands. Il n'y a même pas une citation sur la définition de la culture. C'est bizarre, c'est comme si lui, il inventait la poudre. Voilà. Et donc, pour ce qui est le débat sur le multiculturel et l'État centralisé et tout le reste, avant que ce soit un débat théorique, à mon avis, c'était une politique d'État entre l'Empire britannique et l'Empire français. Pour ceux parmi vous qui ont eu l'occasion de travailler sur les empires comparés et comment ça fonctionnait, c'est intéressant, puisque, en gros, ça c'est une hypothèse à moi, le multiculturalisme est un produit de la politique étrangère de l'Empire britannique. C'est-à-dire les Britanniques, dans leur rapport au reste de l'humanité, n'avaient pas ou ne se donnaient pas comme mission de moi civiliser vous ou chercher à assimiler. Non. Ils cherchaient à reproduire la différence de l'autre. Sois différent et c'est mieux. On reproduit la différence. Je donne un exemple. Si je prends par exemple l'Empire ottoman, qui lui était multiculturel, il y avait au sein de l'Empire ottoman une centaine de minorités culturelles, ethniques, religieuses, tout ce que vous voulez. C'était une mosaïque, l'Empire ottoman. Et c'était réparti sur 3 continents. L'Asie, l'Afrique et une partie de l'Europe. Ils sont allés jusqu'aux portes de Vienne, à un moment donné. Comment, à partir, par exemple, du 18e, 19e siècle, l'Empire français et l'Empire britannique, qui ont appelé les Ottomans hommes malades, c'est-à-dire ils ont fait le diagnostic qu'il est agonisant cet empire, et ils veulent se partager le gâteau après sa mort. Mais ils n'étaient pas d'accord sur la part qui revenait à chacun. Ils n'étaient pas d'accord non plus sur la politique à suivre, puisque les Français avaient une politique vis-à-vis de l'Empire ottoman, de la sublime porte, on l'appelait à l'époque, de jouer les pouvoirs locaux, périphériques, contre le pouvoir central. C'est-à-dire de jouer les communautés dans l'Empire, puisque l'Empire est plein de petites communautés. C'est pour ça que la France, à un moment donné, s'est donné comme rôle au sein de l'Empire ottoman, depuis François Ier, comme quoi ils sont les protecteurs des chrétiens au sein de l'Empire ottoman. Alors que le sultan leur a accordé les capitulations, non pas parce que les chrétiens étaient en danger, c'est parce qu'ils voulaient taquiner les Anglais,
il a donné du favoritisme à la France dans le commerce avec la Sublime Porte. Eux, ils ont interprété ça comme quoi, eux, ce sont les protecteurs de la terre sainte et des chrétiens. Mais ça, c'est révolu depuis les croisades, là. Ils sont plus... Et donc, ils ont joué la carte, par exemple, au Liban, des Maronites, qui est une minorité. Les Français, je parle. L'État et l'orientalisme français. Si vous lisez bien l'orientalisme de cette époque, il y avait très peu d'études sur la majorité. C'est concept. Par exemple, un orientaliste comme Massignon, le père Massignon, il a écrit des milliers de pages sur les Alaouites, les Ismaélites, tout ce qui est schisme dans l'islam, ça l'intéressait. Et jamais il n'a travaillé sur le pouvoir sunnite, puisque l'Empire ottoman était sunnite. Alors que les Britanniques, c'était le contraire. C'est-à-dire, leur politique consistait à tenir le pouvoir central à Istanbul, et non pas de jouer le jeu des minorités. Les minorités, on les laissait à leurs différences. On ne veut pas les modeler. Et en ça, ils sont un peu plus machiavéliques. Il y a un chapitre dans Le Prince de Machiavel qui s'intitule « Pourquoi le royaume de Darius ne s'est pas révolté contre les descendants ou les héritiers d'Alexandre le Grand après sa mort ». Et la réponse de Machiavel, c'est de dire il y a deux genres de royauté. Il y a une royauté comme le roi de France, par exemple, où le roi est un parmi d'autres féodaux. Il n'est pas unique, il ne représente pas Dieu, si vous voulez. Et il y a un autre modèle qui est le Grand Turc. Lisez bien ce chapitre, il l'appelle le Grand Turc, Machiavel, où le sultan, il n'a pas d'égal. Il n'y a pas comte de Toulouse à côté de lui qui lui dit je suis ton cousin germain et j'ai droit à la succession. Il n'y a pas tout ça. C'est un esclave chez lui, là. Il le désigne comme il peut le... Et Machiavel qui donne le conseil au prince, il lui dit si tu veux t'emparer d'un royaume comme le royaume de France, c'est facile d'y rentrer, parce que tu trouves quelqu'un de mécontent, toujours, qui te fait rentrer, qui te facilite la tâche. Il complote avec toi. Mais avec la même facilité que tu rentres, tu peux être chassé. Tu ne peux pas garder ça longtemps. Chez le Grand Turc, impossible de trouver quelqu'un pour comploter avec, parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de rival dans la société civile ottomane. Donc il faut taper la tête. Une fois que tu prends la tête du royaume, tu restes là-bas 1000 ans et personne ne te dit qu'est-ce que tu fais là. Donc les Anglais, dans ce sens, c'était ça leur politique. Ils voulaient tenir Istanbul, le sultan. Ils l'ont mis dans des dettes. Ils lui ont créé ce qu'on appelle la banque ottomane, la banque de la dette ottomane. Lui, il dépensait sur son luxe et eux. Et ils ont pris, ils voulaient rembourser. Ils n'avaient pas les moyens de rembourser. Il leur a dit, prenez l'Égypte. Ils ont pris l'Égypte en 1822, en nature. Ils n'ont pas fait de guerre pour prendre l'Égypte. C'était les dettes ottomanes. Un autre exemple que je donne. L'Empire britannique gérait les affaires de l'Iran. L'Iran, l'ancien Iran, là, longtemps avant Khomeini. Il y avait une famille là-bas qui s'appelait la famille Qajar, qui gouvernait pendant 400 ans, avec le soutien des Britanniques. Mais ils avaient un partenaire en Iran, c'était les Russes, avant la révolution de 1917, la Russie tsariste.
parce que c'est la frontière commune, etc. Et on raconte, c'est Khomeini qui raconte ça dans son livre, Le gouvernement islamique. Il dit que le gouverneur britannique à l'époque a entendu le cheikh en train de réciter le Coran à la mosquée, le minaret. Et il a demandé à ce traducteur-là, à son traducteur, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? L'autre lui a dit, il dit Allahu Akbar, Allah est grand, venez prier, je ne sais pas quoi. Alors le gouverneur lui dit, donc il n'y a rien qui nuit aux intérêts de Sa Majesté. L'autre lui dit, non, je ne vois pas. Il lui dit, bon, alors multipliez les minarets ici, on s'en fout là. On est multiculturel. C'est une politique. Donc ils n'avaient pas avec eux dans leur poche les jésuites qui voulaient convertir, par exemple, la famille Hajar au christianisme. C'est différent là. Donc le multiculturalisme, avant que ce soit inscrit dans le débat chez les disciples de Rawls et leurs contestataires communautariens, était à l'origine une invention britannique qui est la politique officielle de l'Empire à l'extérieur et qui était officiellement contre le métissage. C'est ce que Balibar et son copain appellent du racisme différentiel, du racisme sans race, c'est-à-dire une façon intelligente de dire qu'on est contre le racisme, on est pour la différence culturelle, la diversité culturelle, mais les cultures deviennent éternelles, aussi éternelles que les races avec eux. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de changer d'identité culturelle. Vous suivez? C'est intéressant. Et donc, je vois mal, moi, dans une société bien ordonnée, comme l'appelle Rawls, ça suppose un minimum d'État, pas un minimum d'État tel qu'il a abouti, lui, selon les libéraux, là, les néolibéraux qui veulent le minimum d'État, c'est-à-dire en finir avec l'État-providence. Et pour que les gens tiennent ensemble, il faut qu'il y ait quelque chose qui les réunit pour le vivre ensemble. Par exemple, la République française, il y a un contrat, là. Il y a eu des débats tout au long du 19e siècle. Qui est français? Et qu'est-ce qu'on entend par être français? Définition de la nation, etc. On dit que c'est dépassé maintenant. Pas si dépassé que ça, parce que la notion du républicanisme, si vous voulez, suppose qu'il y a dans une communauté quelconque, que ce soit une communauté politique, que les gens ont décidé de vivre ensemble selon des bases telles. Et une allégeance. C'est-à-dire, si moi je reste au Canada 50 ans, et je me considère comme Canadien ou Québécois, je ne rentre pas dans les détails. Et à supposer que le Canada rentre en guerre contre le Liban. Je vais me rappeler que moi je me bats avec les Libanais contre le Liban. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que je foutais là alors? C'est quoi l'intégration? C'est quoi c'est éternel, c'est-à-dire que je suis là avec mon identité qui ne change jamais. Et donc, dans la définition de l'État-nation, si on suit ce débat au XIXe siècle entre l'école allemande et l'école française, et ça a été formulé plus ou moins par Ernest Renan en Qu'est-ce que la nation? On voit très bien qu'il y a une certaine définition de la nation à la façon allemande qui insiste sur les éléments objectifs de la définition d'une nation. Et on dirait que la terre, l'héritage commun, etc. Et on dirait qu'on est né allemand et on devient difficilement allemand. C'est pas volontaire. Alors que les Français ajoutent à tous ces éléments
de définition de la nation, les éléments objectifs, quelque chose de subjectif, c'est-à-dire de manifester une volonté de vivre avec les Français, selon leurs principes. Et donc c'est contractuel, c'est ouvert. C'est une nation qui peut, si vous voulez, accueillir. Pour revenir à ici, je ne rentre pas dans le débat sur la question de la souveraineté ou autre. Je parle de l'option canadienne, si vous voulez. Il y a un penseur canadien, en dehors de Charles Taylor, qui est libéral, qui s'appelle Kymlicka. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il est très proche du fédéral. Et c'est un libéral intelligent, je dirais. Je fais la comparaison avec l'itinéraire de Taylor, parce que l'autre, c'est le contraire de son itinéraire. Celui-là, c'est un libéral et qui a découvert que dans le débat entre libéraux et communautariens, les arguments communautariens ne sont pas à négliger pour un libéral intelligent qui veut renouveler la pensée libérale. C'est-à-dire, il faut s'ouvrir, d'après lui, aux communautés culturelles et voir quelles sont leurs revendications et leur accorder des droits. Et là, c'est élastique, les droits qu'il prêche, comme quoi ça peut aller jusqu'à le droit à presque l'autodétermination. Mais là où il tombe en contradiction, c'est-à-dire il veut bien accorder ça aux Espagnols, aux Italiens, mais pas aux Québécois. C'est là où son fédéralisme cloche. Comme quoi, je ne vois pas pourquoi, si tu es pour un principe que les communautés culturelles ont le droit à l'autodétermination presque, et pourquoi pas les Québécois? Ils font exception. Vous suivez? Donc, c'est pour ça qu'il est bien subventionné par le fédéral. Hein? Voilà. Pour commencer. Voilà. Alors que Taylor, à l'origine, il est communautarien. C'est-à-dire, il doit accepter la différence culturelle à l'anglaise, comme on a dit. Dans le débat communautarien, il a commis des écrits contre John Rawls. Il l'a critiqué même. Et donc, son background de philosophie politique a tendance à considérer que les communautés culturelles, sans être incohérents avec leurs convictions, ont des droits communautaires, c'est-à-dire une forme de charte qui compléterait la charte des droits de la personne. Parce qu'on est dans une société de facto multiculturelle, donc on ne peut pas opposer à un juif, à un musulman, par exemple, qui dit que vous me jugez à partir de la charte des droits de la personne, mais moi je vois ma personne dans ma foi. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Il faut tenir compte. Et lui de conclure, bon, on fait un accommodement raisonnable. Mais en quel cas, qu'est-ce qu'il fout l'État? Il devient un marchand de tapis, là, comme il négocie, c'est-à-dire on négocie l'allégeance. On risque de tomber dans une double allégeance entre qu'est-ce qui est prioritaire, son appartenance à sa communauté ou au vivre ensemble dans un État avec un minimum de centralisation et tout. Parce que si on se dirige vers ça, c'est-à-dire accorder à toutes les communautés culturelles, on les appelle communautés culturelles ici, des droits allant jusqu'à décider de s'autodéterminer ou de faire des options, ben, on n'est pas loin de la formule libanaise, là. Le confessionnalisme au Liban, c'est ça.
Je vous ai lu un texte de André Chéniz la dernière fois. C'est-à-dire, le Libanais se considère, avant d'être Libanais, il est chiite, ou il est sunnite, ou il est chrétien. C'est-à-dire, a priori, il se considère comme chiite libanais, plus proche d'un gars qui est à Téhéran, en Iran, qu'il ne connaît pas, que moi, son voisin, depuis 100 ans. Et il porte des armes pour défendre l'autre, pas moi. Et pareil pour les chrétiens. Il considère, lui, qu'il est le descendant de Charlemagne. Il n'a rien à voir avec la civilisation arabe. C'est ça l'idéologie, à un moment donné, des maronites au Liban. Comme quoi, c'est un croisement avec les croisés, quoi. Ils n'ont rien à voir avec les arabes. Et les sunnites, c'est pareil. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, le Liban, l'État libanais est la milice la plus faible. Parmi tant de... Lorsqu'on est rendu là, on ne peut pas vivre ensemble. C'est l'impossibilité de l'État. L'État, c'est, mis à part que c'est un appareil de répression dans la littérature marxiste et tout, mais c'est un minimum pour que les gens se mettent sur un minimum de principes pour gérer leurs affaires et continuer ensemble. Voilà pour ce qui est de... Si vous voulez plus de détails, lisez cet article, à moins que je puisse vous le distribuer la prochaine fois, comme ça on peut faire des photocopies pour... C'est pas long, mais c'est... Le Kilnika? Non, mon article à moi, l'inconvénient du nom propre. Je l'ai écrit en 1993, c'était mon premier contact avec la société québécoise. Oh, bon, il veut que je donnais mes réflexions là-dessus. Bon, avant d'ouvrir le débat et les discussions, j'aimerais juste commencer ce que je vais développer la prochaine fois, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme et ce qu'on appelle terrorisme chiite et terrorisme sunnite. Et ça complète un peu les exposés tels que c'est annoncé dans le programme, parce qu'on suit un plan dans ces conférences au fur et à mesure. Donc la prochaine étape, c'est de parler de ça et de le rôle de l'Iran dans la région arabe. Et la séance d'après, c'est sur Obama, qui me tient à cœur, celui-là, dans sa politique étrangère. Donc on va voir comment lui, il voit le monde arabe, non pas en tant qu'intellectuel, parce qu'il est président de la République des États-Unis, donc c'est une grande puissance quand même. Et je ne sais pas s'il a donné la région de son gré maintenant en sous-traitance à Poutine, ou bien il voit ça à la télé comme nous. Mais pour ce qui est du terrorisme sunnite et chiite, je me réfère ici aussi à une entrevue de Obama qui date d'un certain temps, un New York Times. Il était dans les préparatifs de signer l'accord nucléaire avec l'Iran. Et il a mis toute son énergie et sa puissance pour signer cet accord. Et il a fait beaucoup de concessions aux Iraniens pour en arriver là. Et dans cette entrevue, il essayait de se justifier, de dire pourquoi c'est si important pour lui de signer ce. D'abord, il a une théorie toute simple, c'est de dire que les Iraniens, de toute façon, que nous le voulions ou pas, ont fait une percée technique. Donc, on ne peut pas reculer en arrière. Il faut admettre qu'ils sont sur la voie du nucléaire.
Mais il ne nous dit pas comment ils ont fait cette percée, à l'aide de qui et tout, quel est le rôle de Poutine dans ça. C'est pas clair. Non. Et deuxièmement, que à long terme, il croit que si on fait la guerre à l'Iran, ça va nous coûter très cher et ça ne va pas retarder de beaucoup son programme nucléaire. Ça, c'était un argument contre Netanyahou qui clamait très fort comme quoi, qu'est-ce que vous faites? Et vous savez qu'Israël est contre la signature de cet accord. Et troisièmement, ça c'est un élément essentiel, c'est que finalement l'Iran, en signant cet accord et en se soumettant à la communauté internationale, fait l'option de se comporter comme État responsable. Et la population iranienne s'y prête, parce que c'est une population qui est rationnelle. En insinuant que les Arabes, c'est moins rationnel, c'est émotionnel. Et pour ça qu'il y a eu des ripostes arabes contre cette entrevue, surtout l'Arabie saoudite. Et donc, il considère que c'est par le biais de la négociation qu'on peut contrôler, au moins pour 10 ans, quitte à voir qu'est-ce qui peut se passer après. Et il fait la nuance dans la même entrevue entre le terrorisme sunnite et terrorisme chiite. Il considère que le plus dangereux pour les États-Unis et pour le monde, c'est le terrorisme sunnite. Je trouve que cette entrevue est cruciale pour expliquer comment, à travers le monde actuellement, il y a un retour à ce discours, sans le citer, et dans les médias, et surtout en Europe, pour reprendre les mêmes arguments, de dire que le terrorisme sunnite, c'est plus dangereux que le terrorisme chiite. S'il m'avait dit, moi je suis contre le terrorisme, pas à la ligne, j'ai pas de problème. Mais de là à me donner des leçons qui est plus gentil que qui comme terrorisme, j'ai le droit de discuter, là, parce que ça suppose une ignorance totale de quoi il parle. Parce que les conséquences d'une telle vision sur le terrain, malgré le déni des Américains au début, comme quoi ils ne sont pas en train de faire l'alliance sur le terrain avec les chiites pour se battre contre les sunnites. Parce que ce qui se passe en Irak, c'est ça, pratiquement. Et donc ça a des conséquences, une vision pareille, et des conséquences très dangereuses qui n'aideraient pas à mettre un terme à ce film américain, un long film américain dans la région, qui est devenu russe maintenant. Et donc ça nous oblige un peu à avoir un minimum de background sur ces organisations, pour savoir qui est quoi et qui se bat contre qui et si ce qu'ils nous racontent est valable ou pas. Parce que pour donner un exemple, en Irak par exemple, vous savez que le gouvernement irakien actuel de Abadi est moins pro-iranienne que celui qui l'a précédé. C'était le Malki. Malki, qui était Premier ministre, c'était un pion iranien. Avec l'appui des Américains, parce que Obama a décidé à un moment donné, au début de son mandat, que moi, ma politique, c'est la négation de la politique de George W. Bush. Lui, il a mené les États-Unis à des guerres à n'en plus finir, et moi, je vous apporte la paix. Je ne vais plus impliquer l'armée américaine dans des conflits régionaux. Donc, je me retire de l'Irak. Maintenant,
peut-être il regrette d'avoir pris une décision pareille, parce qu'en Afghanistan, par exemple, il a décidé de prolonger son séjour d'été là-bas. Il a vu que c'était pas si sage que ça que de se retirer. Et il a dépensé des millions de dollars pour armer et soutenir l'armée irakienne de Malki, et ça s'est évaporé. C'est-à-dire, en 48 heures, le mouvement de l'État islamique a pris le Mossoul avec la complicité d'officiers et de hauts placés dans l'armée irakienne, qui était supposé être l'outil de Obama pour faire le contrepoids aux milices chiites envoyées par l'Iran. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Iraniens existent. Ils ont une présence militaire massive en Syrie et en Irak, et actuellement au Yémen. L'armée iranienne, pas seulement les gardes révolutionnaires. C'est sérieux. Donc, lui, à partir de cette analyse simpliste, il dit que la priorité pour lui, c'est le terrorisme sunnite, donc Daesh, l'État islamique, sans nous dire c'est qui Daesh, d'où ça vient, d'où est-ce que ça sort, hein, et quitte, lorsqu'il a reconnu que les frappes aériennes ne suffisent pas, il faut une force sur le terrain. C'est-à-dire, l'aviation vient frapper, ça fait 1 an que ça frappe là-bas. Et c'est une coalition internationale, y compris les Canadiens de Harper. Maintenant, le nouvel élu, là, il s'est retiré de l'Irak. La première chose qu'il a fait Trudeau, après son élection, c'est de dire à Obama, bye bye, vous continuez tout seul en Irak. Enfin, ce qui n'est pas mal pour un jeune homme, là. Bref. Donc l'idée c'était, on fait des frappes aériennes, mais qui va sur le terrain? Il faut des forces terrestres avancer pour occuper les villes. L'armée américaine, il n'est pas question, parce que Obama a dit dès le départ, je ne m'aventure pas. Alors, il faut trouver quelqu'un. L'armée irakienne, ça ne tient pas la route, puisque c'est effondré en 48 heures. Qui est sur le terrain? Les milices chiites, ça veut dire les Iraniens. Les milices chiites, c'est un nom large, d'Iraniens, de chiites irakiens, etc. De Hezbollah, le Libanais, tout. Ils sont là. Ça s'appelle le Hashd al-Sha'bi, c'est-à-dire le rassemblement populaire. Les Irakiens, les vrais Irakiens là-bas les appellent le rassemblement chiite. Sur le mot Sha'bi et chiite. Et donc c'est chiite. Donc pratiquement, ce qui se passe, Obama vient frapper par en haut, et les Iraniens en bas rentrent dans les villes et font, voilà, on a libéré. C'est une alliance, en bonne et due forme. Avec le terrorisme chiite, c'est lui qui nous a appris, c'est les États-Unis. Ça fait 15 ans qu'ils nous parlaient du terrorisme chiite, de l'Iran. Rappelez-vous du temps de Ahmadinejad, le procès actuel de l'assassinat de Hariri au Liban, où Hezbollah est impliqué. Il y avait un terrorisme chiite. Maintenant, on n'en parle plus, là. On parle d'un État iranien responsable qui peut contrôler le chaos. Et donc, on est obligé, devant ces réalités, justement, de faire une séance pour, je vais appeler ça who's who, en gros, qui se bat avec qui dans cette région du monde, document à l'appui. Et si nécessaire, vidéo, parce que heureusement qu'il y a YouTube, il y a des choses là que les gens oublient. Bon, je m'arrête et si vous avez des questions, des objections, des choses à discuter, je suis prêt.